Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave, d'une enquête qui dérange, d'une réalité que certains aimeraient taire. On va parler de harcèlement, de racisme, de violences sexistes et sexuelles au sein de la SNCF et surtout des mécanismes mis en place pour faire taire celles et ceux qui osent parler. Pour ça, on reçoit 2 journalistes du média indépendant Rapport de Force qui ont publié une série d'articles accablants ces dernières semaines. Bonjour Maya Courtois. Bonjour Guillaume Bernard. On va revenir avec vous sur ce que vous avez découvert, sur la manière dont l'entreprise gère, ou plutôt enterre, ses affaires, et surtout sur le courage de celles et ceux qui ont osé briser le silence. Et si on a le temps, on prendra aussi le temps de parler de journalisme et pourquoi ces enquêtes sont précieuses et pourquoi des médias comme Rapport de Force sont vraiment nécessaires dans ce climat actuel. Je voudrais commencer par là. On va faire petit à petit, on va parler une enquête après l'autre et ensuite on fera un bilan un peu global sur ce qu'on peut en ressortir, si ça vous dérange pas. Ça vous va ? Parfait. Super. Sur la première enquête, dans l'article du 10 mai, c'était celui-ci, voilà, de Maya, vous racontez le cas d'une victime dont les plaintes ont été enterrées par la SNCF. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce cas ? Oui, sur la jeunesse peut-être, là c'est notre rédaction qui a été, comme ça se déclenche souvent, qui a été contactée du coup initialement par le syndicaliste dont il est question dans cet article, qui s'appelle Anthony Auguste, qui est de Sudrail, donc un cheminot de Sudrail, et qui en fait lui-même accompagnait donc une jeune intérimaire qui est honnêtement un peu la première à avoir brisé le silence autour donc d'un agent qu'elle accuse de harcèlement sexuel et qui en plus sévit depuis plusieurs années, parce qu'évidemment il y a la façade, ce qu'on lit du coup, qui est vérifié, recoupé, etc. dans le papier, mais il y a aussi ce qu'on peut pas forcément publier, mais on sait que c'est quelqu'un qui a fait aussi plusieurs victimes. C'est juste que des victimes qui, la plupart du temps, n'osent pas parler depuis des années, ou ont parlé mais n'ont pas été entendues, et du coup ne veulent plus parler à des journalistes ou à qui que ce soit. Et elle, cette jeune intérimaire, quand elle est arrivée, on l'a prévenue du comportement de ce monsieur-là en lui disant « Bon, tu feras attention à ce fameux Laurent V, s'il y a un souci, tu nous en parles. » Voilà. Et de fait, elle a eu des soucis avec lui, sauf qu'elle a décidé que ça passerait pas. Elle a décidé du coup de rendre public aussi cette affaire-là avec l'aide de ce syndicaliste. Mais de le rendre public parce que justement, la réaction de la SNCF en interne à ces signalements n'a pas été suffisante à leurs yeux. Et c'était quoi la réaction de la SNCF précisément ? C'est que l'agent a été convoqué mais est ressorti sans sanction. Donc aujourd'hui, il exerce toujours, il n'a pas été suspendu. Alors, l'inspection du travail s'en est mêlée, etc. La médecine du travail, il y a eu du bruit aussi autour de l'affaire. Donc maintenant, il y a une enquête interne qui est en cours. La SNCF nous l'a signalé. Donc voilà. Après publication de l'article ou c'était... C'était vraiment à quelques jours près. Mais il y a plusieurs mois qui se sont écoulés entre les signalements et voilà. Et quoi qu'il en soit, cette enquête, elle n'est pas suspensive non plus pour l'agent. Donc voilà. Et en revanche, cet intérimaire n'a pas été renouvelé à son poste, alors que les autres intérimaires qui travaillaient avec elle l'ont été et qui avaient toujours des besoins sur le poste, puisqu'il y a un nouvel intérimaire qui est venu à sa place, homme. Donc elle le vit comme une injustice. Comment on peut expliquer qu'elle a été sanctionnée, parce que du coup elle n'a pas été renouvelée, et que cette personne agit toujours et travaille encore à cet endroit-là ? Alors il y a différents niveaux, ça s'explique à différents niveaux. Une des premières explications, c'est qu'au niveau des managers directs, on l'explique un peu dans l'article, il y a un manager direct qui est réputé comme étant l'ami de cet agresseur, harceleur sexuel, qui du coup est décrit comme protégeant aussi ce monsieur, qui, encore une fois, je rappelle, sévit depuis plusieurs années. Il y a une deuxième jeune femme victime qui témoigne dans l'article. C'est un schéma récurrent. C'est un schéma complètement récurrent. D'ailleurs, encore une fois, donc Louane Rommel, qui a le courage, franchement, en étant intérimaire, c'est-à-dire un statut précaire, en étant aussi très jeune, elle a le courage, franchement, de parler en son nom aussi publiquement. C'est quand même pas rien du tout. Et voilà, elle dit bien que le jour où elle est arrivée, on lui a dit « tu feras attention à ce fameux Laurent V ». Voilà. Donc c'est quand même qu'il y a une réputation, je veux dire, tout le monde le connaît. J'ai rencontré après d'autres agents de ce secteur. Voilà, sa réputation n'est plus à faire à ce monsieur-là. Simplement, il y a une espèce de protection de sa hiérarchie directe. Ensuite, c'est remonté au-dessus, justement, faute d'action de la hiérarchie directe. Mais pour autant, on voit que c'est très lent, qu'il n'y a pas de suspension du poste, donc aussi pas de protection de potentielles autres victimes. C'est très stratifié, la SNCF, c'est difficile de... C'est très, très hiérarchisé, en effet.
Mais du coup, on peut faire signaler au-dessus. Il y a tout un... En fait, il existe en soi toute une procédure pour signaler ce genre de choses. Il existe des référents harcèlement sexuel dans l'entreprise. Il y a plein de choses qui sont en place en soi, mais voilà, qui ne s'activent pas très efficacement. Et du coup, ça pose la question aussi du relais syndical. Parce que tu parlais d'un syndicaliste de Sudrail, qui lui, du coup, a été sanctionné. Ouais, c'est ce qui nous a amené, du coup, d'ailleurs, au deuxième article. Au deuxième article. Bon, je ne sais pas si tu voulais passer tout de suite au deuxième, mais ça nous a amené à ça, puisque lui, pour le coup, a été convoqué pour avoir... Alors, notamment, il a organisé un rassemblement en soutien, du coup, à cette intérimaire Louane Rommel. Et à cette occasion, il aurait... donc, c'est ce qui est cité comme motif à sa sanction. Il s'est entretenu avec un manager justement de secteur, je ne sais plus les paroles exactes, mais en lui disant on reviendra te voir, etc. C'est ça qui est retenu contre lui. Et donc lui, pour le coup, il a écopé effectivement d'une mise à pied avec sursis. Et comment on peut expliquer cette différence-là? J'imagine que vous avez discuté avec pas mal d'intermédiaires, pas mal d'interlocuteurs. Comment ça se matérialise? Comment l'expliquer je sais pas, si ce n'est que c'est un schéma dont on s'est aperçu qu'il était assez récurrent sur les questions notamment de harcèlement sexuel et violence sexuelle. Parce que du coup, dans cet autre papier, on a essayé de compiler d'autres histoires similaires pour justement tenter de comprendre pourquoi ce schéma-là se met en place. Pourquoi est-ce qu'il y a un retournement de la charge comme ça contre soit les femmes qui parlent... soit celles qui parlent pas publiquement, mais en fait, on essaye d'arranger les choses en les déplaçant sur un autre lieu de travail, mais sans suspendre pour autant l'agent problématique. Soit celles qui parlent publiquement, comme Louane Rommel, elle en paye un peu les conséquences aussi aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour les syndicalistes qui parlent publiquement... c'est pareil. Alors, à la fois, le statut de syndicaliste, on pourrait dire c'est quand même plus protecteur que pour les jeunes femmes intérimaires. Et c'est vrai, ça protège un peu. Anthony Auguste, par exemple, a eu une très grande manifestation de soutien le jour de sa convocation. Régis, qui est un syndicaliste aussi dans l'Est de la France, dont on raconte l'histoire, qui est une histoire plus ancienne de l'année dernière, lui aussi, il y avait une grande mobilisation. Ce qui fait que forcément, ça visibilise, donc la sanction est peut-être pas aussi forte que la menace qu'il y avait à la base. Mais voilà, lui aussi, c'est une même histoire. C'est un syndicaliste, du coup, dans l'Est de la France, qui a accompagné une victime, cette fois-ci, d'agression sexuelle dans la dénonciation. Donc pareil, le premier niveau de hiérarchie, il s'est rien passé, donc il est monté au-dessus, niveau régional, et encore au-dessus, etc. Donc c'est stratifié comme ça, mais en général, c'est ce que font. Voilà. Puis ensuite, on met dans la boucle l'inspection du travail, si rien ne bouge, et voilà. Mais in fine, c'est elle qui a été sanctionnée, donc soi-disant pour dénonciation calomnieuse. Lui, du coup, pour complicité aussi de cette dénonciation calomnieuse. Et voilà, c'est un peu un schéma similaire, et on a d'autres dossiers comme ça qui nous arrivent. Donc après publication, après publication, vous avez de nouveaux éléments qui vous tombent entre les mains? Oui, là, on raconte aussi du coup l'histoire de Samy, donc, qui est un syndicaliste aussi, qui a aussi accompagné d'autres femmes victimes. On parle d'un dossier du coup dans cet article qui tente de comprendre le phénomène, mais en fait, on en a d'autres aussi qui nous sont arrivés soit par ces syndicalistes, soit moi, il y a quelques jours, j'ai échangé avec une femme qui m'a appelée après la publication de ces deux papiers en disant « mais je pensais être la seule dans un schéma comme ça absolument hallucinant où c'est les femmes victimes qui se retrouvent... on sait que finalement c'est systémique presque. En tout cas, il y a des syndicalistes ou des femmes victimes qui décrivent ça comme systémique. Donc on est en plein, je dirais, dans la phase de... Nous aussi, on a envie de comprendre. Tu vois, la question que tu poses, c'est pourquoi la SNCF, est-ce que la SNCF plus qu'ailleurs? Parce que effectivement, les agressions sexuelles dans le monde du travail, c'est systémique. Il y a quand même une structure sociale qui est, on va dire, le patriarcat qui s'applique dans l'entreprise, et en plus de manière particulière dans l'entreprise. Et c'est aussi à ça que servent nos enquêtes. C'est de montrer comment ça se passe dans le monde de l'entreprise, comment ça se recoupe avec la domination salariale aussi. Et en fait, oui, quand on a publié cette enquête de Maya, à la fin, il y a le petit contact de rapport de force. C'est vrai. Et on a été contacté par les personnes, et c'est ce qui a donné mon enquête à moi, en fait. C'est des personnes qui nous ont contactés. Voilà. Et pour répondre sur ce côté systémique, alors il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que c'est à la SNCF plus qu'ailleurs? Est-ce que vous avez enquêté sur d'autres entreprises est-ce que ce sujet, c'est la première fois que vous le prenez en main, ce sujet des agressions sexistes, sexuelles?
Non. Vas-y, toi, parce que plus que moi, je pense. Bah non, en fait, on a bossé ensemble, elle ne se souvient pas, mais on a bossé... si, je crois que c'était un article qu'on avait fait en 2020, donc c'était même il y a longtemps, encore 2021, okay. Un gros article qui parlait du racisme et du sexisme en entreprise, et c'était titré du genre « Un nouvel enjeu pour les luttes sociales », etc. Et qui posait en fait déjà cette question de le rapport salarial de domination patron-employeur. On le connaît assez bien, il est décrit, on a les structures syndicales qui s'en emparent. Il y a pas mal d'études dessus, etc. Voilà, on a l'inspection du travail aussi qui est très focus sur ces questions-là, mais il y a aussi d'autres rapports de domination dans le monde du travail, notamment sexistes et racistes. Et sur ce coup-là, il y a un peu un coup de retard niveau organisation des salariés, quoi. Et du coup, on a commencé à regarder certains cas et voir comment la direction avait agi, comment les syndicats avaient pu ou pas agir, est-ce qu'il y avait eu des mobilisations. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a aussi des salariés qui, peut-être sur des questions strictement salariales, où ils se font exploiter, ne bougeraient pas. Mais par contre, sur des questions de racisme ou de sexisme, là, au contraire, ils y vont, quoi. Ils y vont, ils se rassemblent, ils poussent des syndicats à y aller. Et voilà. Et en fait, ces enquêtes servent quand même pas mal à... Enfin, c'est la continuité, hein, c'est quelque chose dont on s'est emparé sur Rapport de force depuis un moment. Et voilà. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de convergence des luttes aujourd'hui ? C'est quoi l'idée ? C'est aussi... pourquoi ça arrive ? Parce qu'il y a un manque d'éducation, de pédagogie sur ces sujets-là, ou c'est du je m'en foutisme absolu de la part de ces boîtes ? Non, mais il y a plein de facteurs d'explication. Là aussi, le côté, par exemple, hiérarchique, tu parles de la domination salariale, etc. C'est important dans ces papiers-là de mentionner que, par exemple, les statuts de ces jeunes femmes, c'est des intérimaires. Donc, c'est un statut précaire par définition. À l'inverse, l'agent harceleur, c'est un agent bien installé, en CDI, qui exerce aussi une forme de... Il y a aussi des formes de domination comme ça qui sont très claires. Il y a aussi un syndicaliste qui, dans le second papier, du coup un peu plus global, qui dit que les mécanismes de prise en charge de ces signalements sont quand même plus rapides quand il s'agit, on va dire, d'un agent de base à la SNCF plutôt qu'un cadre qui a aussi son réseau parmi les cadres censés traiter ces signalements. Donc forcément, ça se rejoue aussi la question hiérarchique quoi, à l'intérieur d'une boîte. Elle compte beaucoup sur qui parle pas, qui subit la charge. Qui se fait suspendre, etc. Après, il y a non, mais tu disais convergence des luttes, mais en fait, les syndicats peuvent s'emparer de ces problématiques, etc. Mais surtout, il y a une juxtaposition, même un empilement, si tu veux, des rapports de domination. Quand tu es intérimaire, en plus tu es une meuf, en plus tu es racisé, etc., forcément, c'est beaucoup plus simple pour ton employeur, même pas pour ton employeur, pour ton supérieur hiérarchique, ton manager, de s'en prendre à toi sur des motifs racistes, sexistes, etc., qui lui permettent d'asseoir sa domination, quoi, tout simplement. Et après, ça se retrouve à chaque fois. Dans les enquêtes, tu vois, moi, toi, c'est une intérimaire. Nous, c'est des salariés qui, au début, sur mon article, c'est des salariés qui sont au début en contrat d'avenir. Forcément, c'est logique, ça va être beaucoup plus simple quand tu es manager d'aller harceler ta collègue intérimaire que ta collègue qui est ton N+1. Titularisé, c'est compliqué. Supérieur hiérarchique, quoi. Oui, il y a toujours un rapport hiérarchique comme ça. Je repense à même l'autre cas accompagné par Samy, du coup, d'une femme qui, elle, reste anonyme, mais c'est clairement son manager qui la harcèle sexuellement par texto, sans discontinuer, et voilà, qui exerce ce pouvoir-là. Mais ça, on le retrouve, je pense, dans plein d'autres boîtes. Après, ce qu'il y a de particulier, en tout cas, ce qui à la SNCF fait réagir, et j'ai l'impression, ce qui fait que les gens viennent nous trouver aussi pour nous dire, en fait, on veut en parler, là, ça suffit, c'est qu'il y a une campagne en interne assez forte de la SNCF sur ces questions. La destination des agents pour dire, mais nous, notre politique, c'est ce qu'ils nous ont redit aussi, c'est la tolérance zéro. Donc, ils reviennent un peu sur les chiffres de signalements qu'ils ont pris en compte ou de sanctions prises, qui sont réels. Il n'empêche que le phénomène a l'air beaucoup plus grand. Et c'est ce décalage en fait entre une communication interne assez forte sur ces sujets et la réalité du terrain qui. Et parce que finalement, la communication de la SNCF, elle est, pour vous, elle est inintéressante au possible. Vous avez un dialogue possible avec eux ou comment ça se passe quand vous leur présentez vos arguments, ce que vous avez trouvé, etc.
Ce qui est compliqué, c'est qu'on est sur des cas particuliers, enfin c'est des dossiers particuliers, parfois sur lesquels il y a une enquête interne encore en cours ou qui vient d'être lancée, voilà. Et souvent, mais bon, c'est pas propre à la SNCF, c'est délicat pour les entreprises de commenter des dossiers particuliers. Donc en fait, le souci un peu qu'on a, je trouve, pour le moment, mais peut-être qu'on arrivera à engager un dialogue plus approfondi à un moment, c'est que le service de communication nous renvoie à ces éléments de communication très globaux sur nous, on a tant de référents en harcèlement sexuel, notre procédure, c'est celle-là, notre politique, c'est la tolérance zéro. Et on n'entre jamais dans le cœur des dossiers en disant oui, bon, d'accord, mais Régis et Marion l'an dernier, il y en a une... il y en a un qui est en arrêt de travail et qui a eu des sanctions lourdes alors qu'il a juste accompagné une victime d'agression sexuelle. L'autre, elle vit très mal au travail et vous voulez la déplacer de son lieu parce qu'il y a encore son agresseur qui est dans les parages. Mais ça, ils n'entrent pas en fait sur les dossiers particuliers Mais ça s'explique aussi pour parfois des raisons d'enquête en cours. Parfois, c'est juste, on nous bloque avec les éléments de communication généraux. Il ne faut pas oublier qu'un service de communication, c'est quand même pas là pour, évidemment, pour faciliter les enquêtes et les recherches sur une entreprise. Donc, moi, sur mon enquête, c'était comme il y a un dossier prud'homme en cours, il y a un dossier prud'homme en cours, on vous répond sur absolument rien. Ils pourraient le faire comme ils pourraient me répondre. Ils ont décidé, c'est pas vraiment un argument, c'est voilà, on se défausse. Et Maya, oui, toi, tu as eu des éléments un peu larges, ça va dépendre un peu de l'attaché de com qui va aussi tomber sur le truc. Est-ce qu'il va avoir envie de balancer ces éléments un peu larges ou de dire rien du tout? Mais on n'a jamais... Ils nous ont jamais aidés à enquêter sur... Sur les trois papiers qu'on a fait, on nous renvoie que faire des éléments de communication généraux qui se rapportent un peu à ces éléments de communication internes qui sont faits aussi aux agents. On traite les problèmes, etc. Tolérance zéro. Parce que là, on a parlé évidemment des deux premiers papiers, mais il y a aussi un troisième qui a été publié ce matin, papier de Guillaume. On a entendu beaucoup parler Maya. Le thème maintenant. Non, pas du tout. Papier de Guillaume qui a été publié ce matin, qui traite de vous raconter le calvaire de 2 salariés victimes de racisme. Toujours la même question, comment a réagi la hiérarchie quand le problème a été remonté Alors là, c'est le cas de 2 agentes de l'Est de la France. Donc elles sont actuellement salariées de la gare de Agondange, à côté de Florange et tout, les Hauts-Fourneaux, la Moselle. Okay. Et elles sont en arrêt d'un accident du travail, plus précisément, depuis plus de 3 ans et 2 mois, bientôt 3 mois. Je comptais ce matin. Et alors, donc, pour des raisons... c'est vraiment une histoire... Il y a une salariée associative, pas une salariée, une cheminote qui a monté une association qui s'appelle Stop Harcèlement Ferroviaire, qui est aussi interrogée dans un autre papier. Dans le deuxième, il me semble. C'est ça. Qui qualifie ça d'affaire hors sol, où les mots qui reviennent aussi, c'est lunaire. Parce que donc, effectivement, on a ces 3 salariés qui sont même pas au placard, elles sont hors gare, elles sont chez elles, en accident du travail, depuis 3 ans. Suite à une altercation avec 2 de leurs supérieurs hiérarchiques qui les ont... Alors elle qualifie ça de séquestration. En fait, ils les ont convoqués pour un entretien informel pour leur remettre en fait ce qu'ils appellent à la SNCF une demande d'explication ou bulletin 701 aussi, c'est le nom du CERFA, numéro de CERFA. C'est en fait, quand vous êtes pris dans un contentieux ou quand on estime que vous avez fait une faute, on va entendre votre version, donc on vous donne ce CERFA à remplir avec votre déclaration. Et donc, en fait, elles sont prises à part. En fait, c'est une des 2, Najwa, parce qu'elle s'appelle donc Najwa et Feima. Najwa est pris à part, un peu à l'improviste par un supérieur hiérarchique, N+3 si je me souviens bien. Donc comme il y a vraiment en fait ça c'est l'événement, c'est la fin c'est la queue de la comète, c'est la fin de l'histoire parce qu'il s'est passé énormément de choses avant. Elles ont dénoncé des situations de racisme, de sexisme, il y a eu énormément de contentieux et en fait on arrive à un point où il y a cette altercation, cette prise à partie dans un bureau et là elles veulent partir, elles veulent pas remplir le 701, le formulaire de demande d'explication. Et les supérieurs hiérarchiques les empêchent de partir. Un en se mettant devant la porte, l'autre en disant non, vous partirez pas tant que vous n'aurez pas rempli le formulaire. C'est une obligation de le remplir, ce formulaire ou... Non. Alors, c'est une obligation, mais dans un cadre précis. Okay. Et là, le cadre n'a pas du tout été
pas du tout été respectée parce que elle aurait pu demander l'appui d'un délégué syndical, par exemple, pour rencontrer son chef. Alors, en fait, il s'avère qu'elle dit, comme ils insistent vraiment au début, elle refuse l'entretien, mais comme ils insistent vraiment, elle dit Fahima, viens avec moi, parce qu'elles sont deux, elles travaillent toutes les deux en binôme. Et Fahima est par ailleurs déléguée syndicale CFDT. Donc bon, elle pourrait faire office de déléguée syndicale, mais bon, l'entretien voilà, est quand même très informel, il n'y a pas eu de convocation, ils se sont pointés comme ça en gare. Voilà, il lui refuse la sortie, elle fait une espèce de crise d'angoisse qui se termine par l'arrivée des pompiers. Et à partir de là, elles ne remettent plus un pied en gare. Elles se font reconnaître accident du travail. Et en fait, leur direction essaie de les licencier. Et donc, il y a tout un dossier disciplinaire qui est monté contre elles. Et quelques mois plus tard, en juin, donc je crois que ça c'était en mars, l'altercation, la séquestration dénoncée. Et en juin, il y a ce conseil de discipline où en fait, là, elle s'en doutait, mais moi qui j'ai consulté le dossier disciplinaire, effectivement, en fait, il est complètement vide, c'est effarant. Il ne reproche même pas, enfin, on aurait pu s'attendre à ce que, comme elle dénonce une séquestration, on pourrait les attaquer sur des dénonciations calomnieuses, puisque effectivement, la direction, dans des échanges que j'ai pu constater, ne les croit pas. Donc ils auraient pu dire, cette femme-là monte. Oui, se défendre sur 2-3 conneries. Mais sauf que ça ne porte absolument pas sur ça, ça porte sur le refus d'avoir obéi à un ordre qu'en plus elle n'était pas censée réaliser au vu de ses fonctions pour l'une. Et surtout, ce qui revient dans le dossier disciplinaire, c'est qu'elles ont qualifié leur entreprise de raciste, en fait. Alors, sur la déclaration d'entreprise, il y a une phrase qui, dans le dossier disciplinaire, mais qu'une des cheminotes nie avoir prononcée, qui est la SNCF, nous sommes une entreprise de fachos. Et une autre qui a qualifié un de ses supérieurs de raciste et misogyne. En fait, dans le dossier disciplinaire, il n'y a quasiment que ça. Et on propose une radiation des cadres. Argumenté ou sur 2 lignes ? Non, sur deux lignes. C'est hallucinant. C'est assez fou. Et du coup, les dés sont pipés. Je réfléchis pour... alors voilà, les dés sont a priori complètement pipés. Il y a tellement pipé que normalement, il est censé avoir 3 représentants employeurs de la direction et 3 représentants syndicaux lors d'un conseil de discipline. Et il n'y a que 1 représentant syndical. Donc... Et 3 représentants de la direction, du coup ? Et 3 représentants de la direction. D'accord. Donc, elles se disent, voilà, c'est plié. Tout ça, c'est attaqué au prud'homme, que le conseil de discipline est caduque. Mais bon, ça se tient quand même. Et en fait, alors ça, c'est le coup de... c'est vraiment ubuesque. Il y a vraiment beaucoup comme ça, de retournements de situation, de trucs imprévus. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parmi les 3 représentants de la direction qui sont présents, il y en a un qui n'était pas prévu, il y en a un qui est prévu mais qui se désiste et il est remplacé par une autre qui apparemment est moins, on pourrait dire, qui connaît moins les 2 autres. Et cette personne-là refuse la radiation des cadres. Et donc, elle se retrouve à 2 votes contre 2 et elles ne sont pas exclues. Alors, moi, elles ne sont pas exclues, mais elles ne peuvent pas retourner en gare. Parce qu'il y a toujours les supérieurs hiérarchiques qu'elles accusent de séquestration. L'ambiance dans l'équipe, je ne vous raconte pas. Horrible, j'imagine. Donc, en fait, elles ne peuvent pas retourner en gare et on leur prolonge un accident du travail continuellement. Et c'est pas leur volonté, j'imagine que ces femmes-là, elles aimeraient... Alors, en fait, elles disent nous on peut pas retourner en gare. Oui. Leur volonté c'est de retourner au travail, mais pas dans cette gare, pas dans ces conditions, etc. Donc c'est pour ça qu'elles passent au prud'homme. Elles veulent se faire réhabiliter dans leur entreprise et être envoyées ailleurs ou dans des meilleures conditions, faire reconnaître... Peut-être juste, ça me fait penser, on peut dire un mot sur la question de l'impact psychologique, parce qu'on parle de la charge pour elle, ou parfois des déplacements de lieu de travail, ou je parlais de l'intérimaire qui a perdu son poste d'intérimaire. Bon, voilà, c'est des choses très concrètes dans le cadre du travail, disons. Mais l'impact psychologique, il est durable aussi sur ces femmes-là, j'y pense, parce que, tu sauras mieux que moi, mais il y a une des femmes, je crois, qui a été reconnue... c'est ça, elle a une reconnaissance de qualité de travail handicapé, RQTH. Suite à des dommages psychologiques, en fait. De toute manière, quand on reste là, ça fait 3 ans qu'elles ne peuvent pas aller travailler. On imagine. Elle disait, j'ai voulu acheter un appart, comme j'ai pas de contrat fixe, je suis en accident du travail, personne ne veut me faire un prêt. Forcément, il y a des conséquences très lourdes, en fait, sur le quotidien des gens, quoi.
Ouais, bah oui, et la première intérimaire aussi qui a parlé après coup, ça fait beaucoup. En plus, quand la parole est rendue publique aussi, je sais que psychologiquement, c'est pas facile du tout. Une des femmes qui m'a appelée la semaine dernière suite à la publication de nos enquêtes, elle m'a dit que elle, psychologiquement, c'est hyper compliqué depuis des années, qu'elle est suivie de très près, mais tout c'est devenu une bataille psychologique parce qu'elle n'est pas reconnue dans l'agression qu'elle a subie. Et qu'il y a d'autres femmes qui sont parties de l'entreprise à cause de ça, pareil, avec des dommages psychologiques, mais qui du coup sont même plus visibles dans la boîte puisqu'elles en partent. C'est important à montrer que c'est aussi un impact sur la durée, quoi, et plus dans l'intime de ces femmes-là. Mais et comment ça se passe pour vous? Vous discutez avec ces femmes-là, et après, quand en publication de l'article, il y a une sorte de petit suivi quand même? Vous discutez encore avec eux? J'imagine que vous continuez à leur parler, les soutenir aussi, c'est important. Soutenir, on n'est pas, pas syndicaliste, etc. Mais oui, on garde forcément un contact, on envoie les articles, on dit tenez-nous au courant, ce que tu fais toi. Mais oui, ça, ou bien la femme qui m'a appelée la semaine dernière, elle demandait est-ce que ça s'organise entre femmes? Est-ce qu'il existe un collectif ou quelque chose? Parce que moi, je me sentais seule, je me rends compte que je le suis pas. Donc, on peut aussi parfois faire de la mise en lien. Je pense du coup elle s'appelle Valéria Pex. Celle qui tient donc cette association un peu de cheminotes. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus précisément? Parce que j'avoue que moi, c'est un moment qui m'a vraiment très, très intéressé dans ces Ouais. Donc alors en fait c'est une... Non, parce que je réfléchissais, parce que je n'ai pas parlé de racisme toujours. Non mais c'est bon, je sais que tu n'avais pas le fil. C'est moi qui t'ai fait délirer. Valéria Pex, c'est une cheminote, toujours en poste, selon ces termes placardisés à la SNCF, qui a fait reconnaître, qui a attaqué au prud'homme la SNCF, c'était la SNCF Réseau là du coup, et pas Voyageurs, mais voilà, qui a fait reconnaître les motifs exacts, je m'en souviens plus, mais sa situation de harcèlement, et qui a fait condamner en fait la SNCF. Et c'était pour elle justement ce qu'on disait un chemin de croix. Elle a porté son dossier pendant des années, plus ou moins seule. Voilà, elle en est arrivée au bout. Et en fait, en faisant ce parcours, elle a décidé qu'il manquait des structures. Et qu'elle allait fonder une association avec une collègue aussi cheminote qui a travaillé au service juridique. Peut-être il travaille encore, je n'y ai pas parlé, donc je ne sais pas. Mais qui a travaillé au service juridique, en tout cas de la SNCF. Et voilà, pour recueillir la parole des victimes. Alors ça se complète avec du travail syndical. Elle-même, elle le dit. Nous, souvent, on aiguille. C'est pas une association qui est là uniquement pour porter les choses en justice, mais pour... accueillir la parole, dire voilà comment ça s'est passé pour nous, voilà ce qu'on peut faire, voilà tel syndicat, etc. Et donc elles ont quand même un recul sur la question du harcèlement, que ce soit sexiste ou raciste à la SNCF, puisque ça fait depuis 2022 qu'elles existent et qu'elles ont traité une quarantaine de cas. Il y a une recrudescence, il y en a de plus en plus qui se déclarent. Alors, elle me disait que sur l'année 2025, oui, mais les années auparavant, c'était à peu près stable. Okay. Ça fait quoi? Ça fait 22, 23, 24, 25, 4 ans à peu près qu'elles sont là. Il y a une quarantaine de cas, donc ça veut dire que c'est une quarantaine de cartes qui leur sont remontées à elles et qu'elles traitent. Donc c'est pas du tout représentatif ou exhaustif. Donc on ne peut pas, je pense, se baser sur ça pour dire est-ce que ça monte ou ça descend à la SNCF. Mais en tout cas, elles ont traité ça. Et une quarantaine de cas, c'est pour dire qu'elles ont quand même une petite connaissance, un petit aperçu de comment ça se passe, comment c'est géré par les RH, parce qu'a créé la SNCF aussi, qui s'appelle la direction de l'éthique, qui est strictement faite pour... ça, c'est la SNCF qui l'a créée? Ouais, direction de l'éthique, ouais. Non, c'est important de parler de ça, la direction de l'éthique, parce que ça va être aussi des choses qu'avance la SNCF pour dire, voilà, on met en place des choses même au-delà de nos obligations légales, etc. Et effectivement, tous les signalements, etc., vont passer ou être traités par cette fameuse direction de l'éthique, mais qui est aussi celle par lesquelles le retournement de la charge aussi se fait. Donc en fait, c'est décrit comme... à la fois, il y a des gens qui vont nous dire, voilà, effectivement, les outils sont en place, mais mal activés. Et on a aussi beaucoup d'interlocuteurs qui nous disent, non, en fait, c'est des outils qui sont faits justement pour mettre une chape de plomb ou retourner la charge sur ceux qui parlent, en traitant tout ça en interne et en écrasant un petit peu celles et ceux qui veulent parler. Et cette direction de l'éthique est notamment pas mal visée par ces interlocuteurs-là. Donc je pense que ça va faire partie aussi de notre travail d'enquête à poursuivre, de comprendre encore plus en profondeur comment ça marche, les mécanismes de cette direction de l'éthique. Mais elle est assez centrale aussi pour comprendre. C'est opaque, vous avez pu discuter avec eux ou pas du tout? Non, pas directement, puisque nous on s'adresse au service de communication et qui doit nous régulier vers eux, logiquement, et qui pourrait.
Par contre, moi, j'ai obtenu des échanges entre la direction de l'éthique et justement l'association Stop Harcèlement Ferroviaire de Valéria Pex. Et par exemple, sur le cas de Najwa et Feyma, la direction de l'éthique dit bon, il y a un dossier, enfin voilà, se défausse, n'intervient pas, il dit il y a un dossier qu'on ne peut pas vous livrer puisque c'est personnel, forcément, elle se cache souvent derrière ça, qui concerne ces deux femmes. Il y a une procédure au prud'homme, donc on n'a pas à répondre à vos questions, grosso modo. Voilà. Et en tout cas, Feyma et Najwa n'ont pas été entendus par la direction de l'éthique qui n'a pas agi. Enfin, en fait, pour revenir sur mon article, juste les nombreuses situations qui ont été dénoncées par Feyma et Najwa n'ont pas été considérées, ont été traitées très marginalement et de manière très insuffisante. Enfin, Et dans ce cas de cet article de ce matin avec Fahima, là, est-ce qu'elle travaille avec d'autres personnes racisées? Est-ce que ce discours-là, elle l'a entendu pour d'autres personnes? Enfin, ce mec-là, j'imagine que c'est pas un coup d'essai qui balance. Le mec, donc là, tu parles il y a un monsieur raciste. Oui, très raciste. Très, ce qu'il se raconte, c'est assez fou. Ouais, c'est hallucinant. C'est assez glaçant. Et oui, donc alors en fait, faut savoir que donc on est dans l'est de la France, à Agondange, et il y a une réputation dans ces gares-là que les personnes racisées justement sont assez mal reçues. Voilà, moi c'est du off que j'ai eu qui dit ça. Donc bon, c'est du off, ça peut être le ressenti d'une personne. Il n'y a pas eu une étude approfondie sociologique précisément sur ces gares-là pour voir quand, qu'est-ce, comment. Mais Najwa et Fahima racontent quand même des choses assez glaçantes et assez parlantes. Bon, notamment une personne qui s'exprime de manière ouvertement raciste. Enfin voilà, je vous invite à lire. De toute façon, Mathilde vous a mis l'article dans le chat. Après ce live, je vous invite à lire les 3 articles et vous verrez que c'est hallucinant. Et une des manières de voir que, si ce n'est pas systémique, en tout cas, il y a un racisme complètement toléré et une sorte de racisme d'atmosphère, en fait. Notamment, ça c'était en gare d'Agondange, mais aussi en gare de Thionville. Najwa découvre une affiche sur un panneau d'affichage raciste. Enfin, c'est une espèce de blague. Enfin, moi, j'ai vu la blague, je peux même pas la raconter tellement déjà je comprends même pas si c'est pas une blague. Une espèce de truc, enfin une espèce de type chaîne de mail un peu que peuvent s'envoyer les personnes d'un certain âge avec des blagues. Je ne vise pas particulièrement, mais des blagues d'employés dire décalées. Et bon, bref, une blague raciste qui fait l'amalgame entre islam et terrorisme, etc., affiché sur un panneau en pleine gare, en pleine gare. Dans un local, en pleine gare, dans un local de cheminot, pas vue des usagers, quand même. Mais voilà, elle se dit, mais attendez, il y a quand même cette affiche-là qui est de longue date affichée à cet endroit, et tous les cheminots trouvent ça normal, quoi. Et là, pour le coup, la direction agit. Puisqu'elle en informe la direction, et la direction dit ce sont effectivement des affiches à caractère racial, c'est le terme qui est employé, et elles sont retirées, quoi. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a une ambiance, il y a une manière différente de traiter sans doute les personnes racisées, et qu'en fait, en une dizaine d'années de travail, Najwa et Fahima, elles le ressentent. Elles le ressentent par des sortes de micro-événements, mais aussi par des événements pas du tout micro et complètement racistes. On en vient jusqu'au moment où, lors d'un entretien un peu pour être promu, Fahima entend dire que son prénom est trop compliqué, que du coup c'est normal qu'on le confonde avec son nom de famille, et qu'elle avait qu'à s'appeler autrement, quoi. Natacha. Natacha en l'occurrence. Prénom pas dingue en plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas me permettre. Et donc, est-ce que vous avez eu des... là, on parle de racisme. Est-ce que vous avez des retours d'hommes? Parce que là, on parle beaucoup de femmes victimes de violences sexistes sexuelles, victimes de racisme. Est-ce que vous avez des retours d'hommes qui sont, eux, victimes de racisme? C'est vraiment... on s'attaque uniquement aux femmes dans ces cas-là. Sur la question du racisme, je sais pas, c'est toi qui l'as moi, du coup, sur la question du racisme, il faut savoir que quand même, documenter le racisme en entreprise, c'est extrêmement... même dans la société en général, je sais pas, mais nous, on se focalise vraiment sur l'intérieur des entreprises. Et alors, documenter le racisme, documenter le sexisme, déjà, c'est difficile.
Parce qu'en fait, on a des outils qui sont assez récents. Ça a quand même changé depuis MeToo, depuis 2018. Les syndicalistes sont un peu plus avertis, les directions peuvent comprendre quelques trucs quand elles décident pas de les enterrer. Mais voilà. Mais alors le racisme, il y a plein de gens en fait. Je suis sûr que si on allait confronter une des personnes, la personne qui a mis la blague raciste dans son local de cheminot, elle comprendrait même pas pourquoi c'est raciste, qu'est-ce, et ça minimise en rien. Ce que font les gens. Mais en fait, eux-mêmes n'ont pas les outils pour s'en rendre compte. À l'intérieur de l'entreprise, les salariés aussi, Najwa et Feyma le disent, elles ont mis du temps à se rendre compte qu'en fait, c'était ça le problème, ont du mal à se dire, mais en fait, c'est parce que je suis arabe qu'on me parle si mal, qu'on m'invite pas à manger des pizzas, voilà. Et donc, pour un journaliste, du coup, c'est encore plus difficile à documenter. Et du coup, alors, on a peu de témoignages. Là, en l'occurrence, c'était des femmes. Ça doit exister avec des hommes. Est-ce que les hommes peuvent avoir aussi plus de mal à en parler? Je ne sais pas, c'est possible. Là, en l'occurrence, pour moi, c'était des femmes. Après, il y a forcément une double peine sexisme-racisme que tu expliquais aussi. Enfin, je pense que c'est encore. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Être une femme racisée. Oui, c'est en double peine, mais juste, ça me fait repenser à cet article un peu analytique sur la place justement des luttes antiracistes et antisexisme. Même dans le monde syndical qu'on avait fait, du coup, qu'on avait produit le titre exact. C'est vrai que je n'arrive pas à me... Un article passionnant, vous allez le retrouver dans nos archives. Mais je me souviens qu'un des constats, c'était aussi que même dans le milieu syndical, autant, effectivement, après post-MeToo, il y a des outils, des concepts, etc., qui arrivent dans le milieu syndical, qui, du coup, le fait rentrer aussi dans l'entreprise et force aussi les directions d'entreprise à s'emparer d'outils là-dessus. Il y a aussi les outils légaux, voilà. Mais autant sur le racisme, on est vraiment encore surtout très, avec très le à la discours traîne, ambiant, les rétaillots, etc. Sans parler même de ça, mais je veux dire, même dans le milieu syndical, c'est peu outillé encore sur la question du racisme. Il y a des fédérations où c'est très compliqué. Le vote RN, par ailleurs, dans le milieu syndical, il est réel aussi. Enfin, je veux dire, on est encore plus loin. C'est une bonne question. Est-ce que tous les syndicalistes soutiennent ces femmes victimes de violences sexuelles, de racisme, ou est-ce que ça reste, vous qui êtes proche de ces syndicats-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est des problèmes qui sont vraiment pris à cœur par ces syndicats, ou des fois... Moi, dans mes enquêtes plus VSS à la SNCF, il faut le noter, c'est quand même beaucoup Sudrail et la CGT Cheminot qui sont engagés auprès de... Enfin, en tout cas, c'est pas forcément les seuls à s'engager auprès de victimes, mais ce sont clairement eux qui sont visés par les retournements de charges et qui se prennent des sanctions aussi parce que c'est les syndicats les plus virulents par rapport à la direction, etc. Mais il faut quand même les nommer parce que c'est vraiment eux qui... Après, je pense en interne, oui, par exemple, Sudrail a fait quand même un vrai boulot sur ces sujets, etc. Mais tous les syndicats ne sont pas outillés de la même façon. Et si on prend plus large, toutes les fédérations selon les différents secteurs ne sont pas du tout outillées de la même façon non plus. Il y a évidemment des problématiques de sexisme ou de racisme au sein des syndicats, des structures syndicales, ça c'est très clair. Mais voilà, il y a aussi plein d'enquêtes à ce sujet. Mais je trouve que sur l'action du racisme, c'est encore plus à la traîne. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je signe tout ce qu'a dit Maya. On a une question. Bonjour. Quand la SDF est condamnée, quand la SNCF est condamnée, elle a des obligations d'améliorer la protection des salariés ou c'est mis sous le tapis et ça continue? Déjà, est-ce que la SNCF est parfois condamnée? On avait le cas de Valéria Pex, du coup, qui a été condamnée. Je ne sais pas s'il faudrait retrouver... Enfin, je sais pas si tu pourrais... Pour les motifs exacts pour lesquels elle a été condamnée... l'inertie pour faire connaître sa propre situation, elle est des victimes. C'est dans l'autre article. Ouais. Premier, deuxième? Le troisième. Le celui d'aujourd'hui. On va voir précisément pourquoi elle a été... Elle a fait condamner son employeur. Ouais, harcèlement moral. C'est ça, il y a deux choses en fait. Ouais, c'est qu'elle a fait, elle a fait condamner son employeur pour harcèlement moral parce que ces dénonciations, etc., n'étaient jamais entendues et elle était mise face à des entraves complètement, carrément dans sa démarche de justice, quoi. Et les manquements commis suite à la dénonciation de faits de harcèlement sexuel, ça c'est un peu la même chose que sur lesquels ont attaqué Feyma et Najwa, c'est
l'insuffisance de protection des salariés, parce que l'employeur doit une protection à ses salariés, ne doit pas les exposer à du racisme ou du sexisme. Et donc, s'ils manquent à ça, ils peuvent être condamnés. Et alors, pour répondre à la question, des obligations d'améliorer la protection des salariés. Alors, je ne sais pas si la personne parle des salariés en question qui sont allés au prud'homme, ça c'est possible. En général, il peut y avoir ce genre de mesures qui sont prises. Mais alors, est-ce que globalement, il n'y a pas d'instance qui va dire à la SNCF, bon, à partir de demain, il faut que, je sais pas, tu prennes telle mesure. Même le comité éthique, il n'aurait pas ce pouvoir-là ? Ah non, voilà. Et ça, c'était une excellente question d'une personne d'avant, c'est que la direction de l'éthique, c'est pas une instance extérieure. Oui, c'est interne. C'est une branche, salarié. C'est un organe interne. Un organe interne, comme les RH, d'ailleurs, qui est rattaché aux ressources humaines, je crois, de mémoire, à vérifier. Et qui n'a... Voilà, donc en fait, il y a un conflit d'intérêts direct, en fait. Eux-mêmes doivent remettre en question les pratiques de leur propre employeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert quand même depuis très longtemps, que si on voulait avoir un vrai poids sur l'employeur, il fallait des organes externes, indépendants, et que sont notamment les syndicats, même s'ils sont constitués de salariés qui sont à l'intérieur, mais qui agissent en tant que syndicats, et syndicalistes, avec un statut protégé. C'est pour ça qu'il y a le statut protégé du délégué syndical, c'est pour qu'ils ne se prennent pas des énormes coups de pression de sa direction. Et voilà, et ce que peut pas faire la direction de l'éthique. Donc la direction de l'éthique, entre guillemets, elle est bien gentille, mais si elle se prend un coup de pression de sa hiérarchie, elle est comme n'importe quel salarié. Et là, on va reparler des lanceurs d'alerte en général. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse, parce que j'en ai beaucoup suivi. Les lanceurs d'alerte, ils sont plus punis que les harceleurs. Vous pensez que c'est un problème d'image, de hiérarchie ou de culture d'entreprise ? Question n'est pas évidente. Mais c'est un choix multiple. C'est un choix multiple. J'ai même pas besoin d'argumenter si vous voulez pas. La B. D'accord. De culture d'entreprise. Je réfléchissais sur l'action de la culture d'entreprise. Il faudrait voir si ça se produit aussi sur d'autres dossiers que les VSS. Parce que moi, on m'a dit qu'il y a quand même un truc avec ces questions de violence sexuelle, harcèlement sexuel. Pourquoi c'est aussi sensible ? Comme s'il y avait une sensibilité particulière qui fait que dès qu'il y a des lanceurs d'alerte là-dessus... Effectivement, ce qui est clair, c'est que leur parole publique, elle est en décalage, encore une fois, avec la communication interne de la SNCF sur ces sujets, qui est très prégnante et très forte, de plus en plus. Voire avec leur communication externe de politique de tolérance zéro, forcément, ça la fout mal d'avoir ces éclairages terrain qui contredisent complètement le discours. Culture d'entreprise, il faudrait voir si sur d'autres sujets, notamment le racisme qu'a commencé à travailler Guillaume, on est sur les mêmes questions. Mais là, en l'occurrence, c'est les deux salariés qui ont parlé aussi pour elles-mêmes et sans forcément s'appuyer non plus sur un syndicaliste extérieur. Donc, il y en a une des deux qui est syndicaliste, en fait. Mais ouais. Je sais pas, elle est... Et tu veux dire quoi, qu'il y aurait des cultures d'entreprise où on pourrait mieux accueillir les lanceurs d'alerte ? Oui, ou des entreprises qui seraient capables de mieux écouter la parole. Moi, en fait, je pensais justement aux syndicalistes de la CGT qui s'étaient fait pour apologie de terrorisme, etc. On avait ce truc où on essayait de délégitimer la parole de quelqu'un sous prétexte qu'il porte une parole différente de celle de l'entreprise. Et je me demandais si la SNCF elle essayait d'éteindre un peu toute voix dissonante par le biais de ses conseils de discipline, de ses... Je ne sais pas si c'est propre à la SNCF, à la RATP par exemple, il y a énormément d'enquêtes que vous pouvez lire, même je crois chez nous d'ailleurs, sur les lanceurs d'alerte sur les sujets de violence sexuelle ou de racisme à la RATP, et il y a énormément de retournements de charge contre ces lanceurs d'alerte syndicalistes. Je pense par exemple à Ahmed Béral qui avait beaucoup dénoncé les questions de violence sexuelle à la RATP. C'est un très long combat qui lui a coûté cher pour au final réussir aussi à faire reconnaître ça, puisque la RATP aussi a été condamnée à un moment. Mais je suis pas sûre que ce soit propre à la SNCF, mais encore une fois, on est encore en cours d'enquête sur ce dossier-là. Il y a des choses comme cette fameuse direction de l'éthique, etc., qu'on doit comprendre davantage pour essayer d'expliquer pourquoi effectivement ces schémas se répètent, de lanceurs d'alerte, qui ne sont pas reconnus comme des lanceurs d'alerte, en fait. Il y a aussi, on peut imaginer un mécanisme d'autodéfense de l'entreprise, tout simplement. On est une entreprise, on n'a pas envie d'avoir une mauvaise image, on n'a pas envie de montrer qu'il y a du harcèlement, des agressions en son sein, et donc une tête qui dépasse un peu trop, et une voix qui porte, on est plus tenté de s'en prendre à lui, forcément. Forcément.
tout cas, selon la logique de la SNCF ou des entreprises en général. Et après, il y a des syndicalistes qui vont réinscrire ça dans un contexte plus large ou une histoire un peu plus large des transformations à l'intérieur de la SNCF et de la casse des collectifs de travail. Je pense que c'est aussi important de le mentionner. Il y a un des syndicalistes qui disait ça aussi, pour m'expliquer que c'était un terreau par ailleurs de la multiplication de ce genre de comportement. C'est que voilà, on a cassé des collectifs de travail, on a réorganisé le travail avec des agents davantage polyvalents, mobiles, beaucoup plus de turnover sur les sites, etc. Et il y a beaucoup moins ce truc d'un collectif institué où du coup les comportements problématiques peuvent être davantage pointés du doigt, pris en charge, suivis sur le long cours, etc. Là, forcément, quand c'est une intérimaire qui est là quelques mois, qui prend cher quelques mois, mais après elle est partie ailleurs, etc., c'est plus compliqué. Même il y a même moins cette solidarité entre salariés qui est présente, qui est forte, etc. Et je pense que c'est un peu lié aussi à la question que tu poses, c'est-à-dire que du coup, c'est hyper dur d'être lanceur d'alerte soutenu par des collègues et où il y a une force derrière toi un peu solidaire qui t'appuie et qui te légitime, quoi. Donc, il y a un sentiment aussi sur certains sites. Il y a encore certains sites très solidaires comme celui où il y avait cet intérimaire à Montsou. Les collègues étaient présents au rassemblement pour Anthony Auguste, etc. Mais il y a d'autres sites où la victime et l'éventuel lanceur d'alerte avec elle est très seule, quoi. Soit la victime est seule, soit... Donc parmi les femmes qui nous appellent là maintenant, elles se sont senties seules de A à Z, même si elles avaient des collègues autour d'elles, mais il y a ce truc on banalise le racisme ou le sexisme, voilà. Et en plus, ça bouge, et en plus, du coup, vu que ça bouge, on dépend du manager qui nous placera là ou là, donc on se ferme un peu... Et le harcèlement, la répression de syndicalistes à la SNCF, c'est pas uniquement sur les histoires de racisme ou de sexisme. La première répression, c'est sur les frais de grève. On se souvient, après 2018, la bataille du rail, je sais plus, mais sur rapport de force, on a les articles, le nombre de syndicalistes mis en cause pour des faits de grève, etc. etc. Faut bien se rendre compte que la SNCF, c'est une entreprise où il y a eu, et il y a encore, quand même, par rapport à d'autres entreprises, des syndicats très forts qui avaient un vrai poids sur leur travail, sur leurs conditions de travail, dans les négociations, un vrai pouvoir de grève. Et que le meilleur moyen pour l'entreprise d'empêcher ça, de rétablir son propre pouvoir à elle, c'est quand même de taper un par un les syndicalistes et de les écarter, les ostraciser, les faire taire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est documenté quand même depuis longtemps. Ça se retrouve aussi, du coup, je pense logiquement sur les questions de violence sexiste, de défense des collègues sur les questions de racisme et de sexisme. Merci beaucoup Maya, et merci beaucoup Guillaume. Ça fait un plaisir de vous recevoir.